Asna Hussein, je suis chercheuse en sociologie des médias et du genre. J'ai un parcours assez diversifié. Pour commencer, j'aimerais bien parler de ma trajectoire au Liban. C'est là où j'ai commencé à étudier la sociologie, à m'intéresser un peu à des questions de société. Et c'est ce qui m'a amené en fin de compte, c'est surtout le contexte libanais qui m'a amené à travailler sur la question des journalistes femmes et des présentatrices télé au Liban pendant une époque où il y a eu pas mal d'attaques contre ces femmes-là. Et donc j'ai commencé une thèse de doctorat au sein de l'université libanaise en 2008. Et un an après, j'ai obtenu une bourse d'excellence du gouvernement libanais pour partir à l'étranger, pour continuer ce travail de recherche. C'est ce que j'ai fait. Et fin 2009, j'arrive à Bordeaux, au département de sociologie. J'entame une deuxième thèse sur la même question, mais avec une approche un peu plus genrée, on va dire. Vous savez, dans le monde arabe, l'approche du genre est, enfin, malheureusement, pas très conseillée ou pas tout à fait légitime pour le moment, du fait aussi qu'on a très peu de chercheurs spécialistes de ce sujet-là. Et donc je continue mon travail de recherche, je fais mon terrain qui est dans 5 pays arabes. Enfin, je travaille sur le cas libanais, le cas égyptien, je travaille aussi sur la Tunisie, l'Égypte, le Qatar. Et j'ai abordé le cas saoudien sans pouvoir faire malheureusement du terrain là-bas. Donc ce travail-là m'a pris plusieurs années. Donc on va dire fin 2013, j'ai pu soutenir mes 2 thèses. Et après, je suis partie, j'ai été recrutée au Maroc en tant que professeure assistante dans une université privée à Casablanca. C'est là où j'ai enseigné la sociologie générale, la sociologie des médias, l'approche genre à des étudiants marocains, des étudiants originaires d'Afrique subsaharienne, aussi des étudiants français dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Po Bordeaux. Et c'est là aussi où j'ai pu enrichir mon parcours de recherche, puisque j'ai pu entamer plusieurs enquêtes de terrain. Je dis entamer parce que malheureusement pour le moment j'ai pas pu encore traiter toutes les données de ces enquêtes-là. Et c'est en cours, enfin, ce sont des projets de publication sur les questions du harcèlement sexuel, sur les usages des réseaux sociaux par la jeunesse au Maroc. Et donc ce parcours-là m'a permis d'élargir ma perspective sur des questions qui sont très importantes, notamment sur les questions de la situation des femmes, la condition des femmes dans le monde arabe, les transformations de ces conditions-là depuis une dizaine d'années. Et surtout, ce qui m'a aidé à mieux comprendre cette problématique-là, c'est l'approche que j'ai adoptée en tant que telle, qui ne part pas d'une forme d'essentialisation ou de victimisation de la situation des femmes dans ces sociétés-là, qui est malheureusement une approche très très courante, que ce soit dans le monde arabe ou en Europe ou ailleurs. Quand on parle de la question des femmes, il y a toujours une forme d'essentialisation de la femme arabe et musulmane, victime, soumise, etc. Donc ce paradigme-là, si vous voulez, basé sur une analyse stratégique
pour étudier la question des femmes. Je me suis focalisée sur les stratégies d'action de ces femmes-là, sur leur capacité d'agir, de résister, de s'adapter à des contextes sociaux, politiques, religieux, culturels et à des situations particulières. Donc pour être plus concrète, j'aimerais bien vous donner quelques éléments de mes résultats de recherche. J'aimerais bien parler, si vous voulez, d'abord de la question des présentatrices et comment j'ai pu étudier ces stratégies-là au sein de ce groupe-là des femmes, très différents, très variés, parce que c'est ce que j'ai pas imaginé au début de mes recherches, c'est que je vais être amenée à travailler sur une diversité extraordinaire des figures des femmes, surtout avec le lancement de la diffusion satellitaire dans le monde arabe à partir des années 90. Il va y avoir une diversité extraordinaire des images des femmes véhiculées par les chaînes satellitaires. Ce qui est aussi important quand on fait de la sociologie dans une perspective comparatiste, c'est qu'on va mieux comprendre en fait notre sujet parce que l'analyse transversale s'impose dans ces cas-là. Donc là, j'ai pu rencontrer, si vous voulez, et discuter avec des femmes en Égypte, des présentatrices de télé et journalistes, femmes qui, comme vous savez, pendant l'époque de Moubarak, il y avait, et bon, ça continue malheureusement avec Sisi, une censure extraordinaire et accablante de ce domaine-là. Et malgré cela, j'ai pu quand même travailler avec des figures comme Boutaina Kamel, qui n'est pas seulement une journaliste et présentatrice, qui est aussi, à travers son activité professionnelle et journalistique, a pu s'engager dans le militantisme politique. Et il y a d'autres stratégies d'action à plusieurs niveaux qui méritent aussi un peu plus d'éclairage. Par exemple, je me rappelle d'une autre présentatrice de la télévision publique égyptienne qui m'a parlé de ces petits secrets concernant comment elle profitait de la diffusion en direct de ces émissions pour faire passer quelques critiques. Elle savait que c'était pas possible de les prononcer dans d'autres contextes. Donc bien évidemment, il y a une forme d'autocensure qui existe, mais on voit que avec une volonté de changer les choses ou de contribuer aux transformations de la société, que ces femmes-là vont agir. Donc, je parle aussi du contexte libanais, je donne l'exemple de Maïch Dia, qui a été victime d'un attentat en 2005 et qui a pu s'en sortir, et que bien avant qu'elle soit victime de cet attentat-là, elle a essayé de s'engager, elle était bien engagée dans le militantisme politique, et jusqu'à aujourd'hui, elle a une visibilité assez importante sur la scène politique libanaise. Je peux donner aussi l'exemple de Radaïd, qui a transformé son émission sur Al-Fassad, sur la corruption, en agora de discussion, d'échange, de dénonciation de la corruption dans le pays, et qui va aussi continuer son combat malgré le fait qu'elle va être jugée, qu'il va y avoir des procès contre elle. Donc ces profils-là de présentatrices,
et parfois aussi militante. Pas seulement militante féministe, parce que là on peut aussi donner plein d'exemples, mais aussi du militantisme politique, social. Je trouve ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passe aussi, parce que c'est un indice du dynamisme des sociétés arabes, à majorité musulmane, contemporaines. Ce qui est aussi intéressant dans le cas des présentatrices, c'est aussi la logique d'action de certaines présentatrices qui vont aller au-delà de ce que la norme, on va dire, la norme médiatique ou la norme culturelle ou sociale va leur permettre en négociant des missions. Comme par exemple le travail de la couverture des conflits et des guerres. Bon, j'ai pu entretenir avec des présentatrices de télé libanaises qui à l'époque travaillaient sur des émissions de divertissement, qui ont pu après négocier avec la direction de la chaîne pour partir couvrir des conflits, des guerres. Je donne l'exemple si vous voulez, de la guerre en 2006 au Liban, ou même de l'invasion américaine en Irak, Najwa Qassem, Lima Maktabi et d'autres, et qui vont me parler après comment ils vont pouvoir, grâce à ces formes de négociation, d'évoluer dans leur profession. Je trouve que ça aussi, ça reflète cette capacité d'agir et cette logique de faire changer les choses par soi-même, pas seulement attendre les lois ou attendre que les associations féministes vont réclamer un peu plus d'égalité concernant le domaine médiatique, si vous voulez, parce que c'était jusqu'à très récemment ces missions-là consacrées aux hommes. Donc on envoyait, et même quand j'ai posé la question à Lima Maktabi à l'époque, quand elle travaillait à l'Arabia, à Dubaï, elle m'a dit écoute Asna, moi j'ai dit je pars à ma responsabilité. Donc s'il va y avoir quoi que ce soit, c'est moi qui est responsable. Mais je veux partir couvrir la guerre au Liban. Parce que donc c'était comme ça c'était une demande, une volonté personnelle, on va dire, de s'engager dans ce travail-là, après un parcours dans des émissions de divertissement. Donc, et c'est comme ça, en rentrant, qu'elle a pu négocier son statut, qu'elle a pu renégocier son contrat avec la direction. Je pense aussi aux présentatrices voilées qui ont aussi réussi à transformer l'image de la femme voilée dans le monde arabe. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai travaillé aussi sur la réception, dans le cadre de mes recherches doctorales, sur la réception de ces figures féminines. Et là, je trouve que, par exemple, l'image de la présentatrice d'Al Jazeera, Khadija Ben Qenna, surtout après son apparition à la télé, au plateau en voile, et comment ça a pu donner une nouvelle image de cette femme-là, que la femme voilée, ce n'est pas forcément une femme soumise, ce n'est pas forcément une femme quand on est au rôle domestique et familiaux. Non, cette femme voilée, elle peut être aussi présentable, elle peut participer au débat politique, au débat public, et elle peut présenter des émissions qui peuvent influencer l'opinion publique dans la société. Donc je pense aussi même aux présentatrices niqabées. C'est la première fois que j'ai, avant
avant d'entamer cette thèse-là, j'ai jamais imaginé pouvoir tomber sur des présentatrices niqabées, mais pourtant ça existe, et ça existe depuis 2009, avec une chaîne saoudienne, satellitaire Autan. Donc cette chaîne-là, qui est dédiée aux femmes, travaille avec des présentatrices niqabées qui vont non seulement s'intéresser à des sujets purement, on va dire, religieux, pardon, mais aussi à des questions de la condition des femmes, de la situation des jeunes. Enfin, ça me rappelle l'émission Asrar el-Banat, Secret des filles, qui est animée par 4 présentatrices niqabées sur la chaîne Autan. Ce sont des femmes qui ont un niveau d'instruction assez élevé, parce qu'on va trouver une journaliste, on va trouver un médecin, on va trouver une psychiatre, et qui vont discuter, bien évidemment avec des invités niqabés, mais aussi expertes, donc qui vont contribuer à la diffusion aussi d'une nouvelle image de la femme niqabée qui n'est pas isolée derrière son niqab. Toujours dans le contexte saoudien, j'ai pu m'entretenir avec quelques journalistes et présentatrices saoudiennes en dehors du contexte saoudien, surtout à Casablanca. C'est là où j'ai mieux compris qu'est-ce qui se passait dans les arcanes des chaînes saoudiennes. C'est que surtout avec, on va dire, l'arrivée croissante des femmes dans ce domaine-là. Avant, on recrutait des femmes, très peu de femmes, mais surtout pour des émissions sur les enfants, l'éducation, la famille, le décor, la maison, enfin tout ce qui relève du domestique et du familial. Et que comment petit à petit, et malgré cela, que ces femmes-là étaient, on va dire, harcelées par leurs collègues masculins, assez couramment. Or, on va voir aussi que ces femmes-là vont pouvoir négocier petit à petit avec les chaînes et pour participer, pour élargir le spectre des programmes auxquels elles peuvent participer, comme par exemple des émissions sociales et politiques, et voire même religieuses, et surtout avec l'ouverture du champ médiatique saoudien satellitaire, et avec la création de la chaîne Al-Ikhbariyya en 2004, c'est là où on va pour la première fois, par exemple, une présentatrice qui va présenter le journal qui est censé s'adresser à des hommes, des femmes aussi, donc c'était pas possible avant. Et donc petit à petit, ces femmes-là vont avoir une certaine notoriété dans ce milieu-là, et on va aussi, ce qu'ils vont réussir à faire, à créer aussi une sorte de demande sur ces journalistes femmes par les autres chaînes satellitaires, que ce soit arabes ou arabophones. On va voir des présentatrices et journalistes saoudiennes qui vont faire le déplacement pour travailler dans des chaînes comme Al Arabiya ou comme Al-Hurra, hein. Par exemple, là je me rappelle de la figure de Nadine Al-Boudeh, qui est assez connue. C'est aussi une militante féministe et politique qui tient un discours assez fort et assez libérateur par rapport au discours qui est assez conservateur saoudien, et qui pendant un moment animait une émission Moussawat sur la chaîne Al-Hurra. Moussawat, c'est égalité. Donc je peux aussi parler de ces formes de pouvoir créées par ces femmes-là. Je me rappelle l'incident de licenciement collectif
des présentatrices, d'un groupe de présentatrices d'Al Jazeera suite à des remarques qui ont été attribuées par le rédacteur en chef adjoint qui était proche, enfin à l'époque parce qu'il est parti, il a quitté la chaîne après, proche des frères musulmans, à l'époque de la direction de Badr Khanfar, et qui vont recevoir quelques remarques concernant leur tenue vestimentaire qui étaient jugées pas tout à fait conformes. Alors cette forme de demande de licenciement collectif a créé une forme de poids au sein de la chaîne, et que ce qui a fait que en fin de compte la direction s'est arrangée avec elle, et il y a une grande partie qui ont retiré cette demande-là. J'aimerais aussi passer au contexte un peu irakien, parce que j'ai eu la chance de travailler sur le cas des présentatrices irakiennes sans pouvoir faire du terrain, parce que c'est surtout entre 2003 et 2011, j'ai travaillé sur la question de la violence envers ces journalistes femmes et en Irak, parce qu'il y a eu une vingtaine de cas d'assassinats, et plusieurs dizaines ont été victimes d'harcèlement, d'enlèvement. Non seulement elles, il y a aussi une partie de leur famille qui ont payé un peu le prix de cet engagement professionnel. Et ces femmes-là ont montré une forme de résistance extraordinaire vis-à-vis des contraintes sociales, des contraintes sécuritaires, religieuses, politiques, tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'elles ont été, victimes non seulement des groupes radicaux armés à l'époque, mais aussi de l'armée irakienne, de l'armée américaine, et voire même de leur famille. Juste pour le simple fait de s'engager dans le travail journalistique. Là, je peux vous donner plein d'exemples, mais j'aimerais bien parler d'une journaliste qu'elle a préféré garder l'anonymat, qui a été battue par sa mère tous les jours avant de partir à son travail. Un jour, elle s'est retrouvée dans un hôpital, et à cause de ça, je veux parler aussi de la journaliste et militante Sahar al-Haydiri, qui a malheureusement été assassinée enfin, mais toujours à cause de son travail journalistique, son engagement dans des documentaires qui mettaient à nu les problèmes de la société irakienne à l'époque. Donc là aussi, de comprendre ces logiques d'action, ces formes de pouvoir chez ces femmes-là, et dans un contexte social, tribal, patriarcal, très conservateur, dans une situation de guerre, et pouvoir élaborer aussi des stratégies de résistance que je trouve extraordinaires, comme par exemple des présentatrices qui vont garder l'anonymat, qui vont elles-mêmes adopter des formes de contraintes, comme par exemple avec la création des chaînes confessionnelles, il y en a qui imposaient aux présentatrices de se voiler, disons, pour pouvoir accéder à ce genre de travail, sachant que dans un contexte de guerre, donc on cherche un travail, ce n'est pas toujours facile de trouver un travail. Donc parfois on se trouve emprisonné dans cette logique-là. Mais comment d'autres femmes vont tout simplement adopter cette tenue vestimentaire pour leur propre sécurité, ou même adopter d'autres tenues comme le djilbab aussi, ou d'avoir un tuteur, un accompagnateur dans la rue, ou se déplacer dans d'autres zones plus en sécurité, mais toujours
dans une volonté de continuer cet engagement professionnel-là. Ça m'a rappelé un peu le travail de Leila Abou-Lord sur les femmes en Égypte, et ce qu'elle a dit que les femmes ne sont pas, contrairement à une idée reçue, des agents passifs hein, dans les sociétés proche-orientales, mais au contraire, ils ont pu exercer une certaine forme de pouvoir, et l'on peut considérer leur participation au pouvoir médiatique comme un prolongement de ce pouvoir de participation, contestation, parce que pour les journalistes irakiennes, c'était aussi une forme de garder non seulement son travail, de préserver aussi sa famille qui était menacée de la même manière, et d'une manière différente. Elles étaient très très ouvertes à toutes sortes de formes d'adaptation pour atteindre cet objectif-là. Ça aurait été, je dirais peut-être plus facile pour certaines de dire j'abandonne, je vais chercher un autre travail, mais cette volonté de continuer le combat, de continuer cet engagement professionnel et de transformer cette activité professionnelle en outil de résistance, je trouve ça extraordinaire hein, de la part de ces femmes-là.